Avec nous en studio, Daphna Mouchnik, Première ligne, c'est son livre, Journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement aux éditions Fauve. Bonjour, merci d'être avec nous. Et le docteur Bertrand Legrand, secrétaire général de la Confédération des syndicats médecins français des Hauts-de-France, pour ce livre, Journal d'un médecin au temps du coronavirus, aux éditions de l'Archipel. Et bien sûr, vous appelle au 0826 300 300. Bonjour, docteur Legrand. Bonjour. Ravi de vous avoir de nouveau en ligne. Oui. Ça me rappelle le début du coronavirus, docteur Legrand, où on vous avait joint, on vous avait appelé pour essayer de comprendre ce qui se passait sur le terrain, notamment chez les généralistes, qui eux étaient en première ligne alors qu'on ne parlait que des hôpitaux. Vous racontez tout ça en fait dans votre livre, hein, docteur Legrand. Oui, on a essayé de retracer un peu ce qui s'est passé au début de l'épidémie et aujourd'hui, on a le sentiment d'être à nouveau dans cette période un peu de déni où on se rend pas bien compte de ce qui se passe parce qu'effectivement les hôpitaux sont pas engorgés et que la première ligne en ce moment c'est les généralistes et c'est ce qui fait que je suis pas dans votre studio aujourd'hui mais plutôt à mon cabinet. Oui, c'est ça parce que vous avez beaucoup de patients qui viennent pour voir où ils en sont, pour demander des ordonnances pour aller éventuellement faire le test, c'est ça? Les tests? Oui, alors on a un problème sur les tests qui est assez évident. On a des tests qui sont rendus à 5 jours et comme le disait Monsieur Azoulay, aujourd'hui ça n'a plus aucun sens et peut-être qu'il faut en arriver à jeter les tests qui ont été prélevés il y a plus de 4 jours, ce qui est une décision politique très compliquée à prendre et chaque jour où elle n'est pas prise nous augmente dans la propagation du virus. La bataille principale actuelle, c'est la lutte contre la propagation du virus et on a un peu le sentiment d'être totalement et désarmé et abandonné parce que on sent bien qu'il y a un esprit de capitulation qui règne dans la classe politique actuelle. Un esprit de capitulation. Attendez, mais c'est quand même fort, docteur Legrand. Sachant que tout ce que l'on a traversé, on s'est dit et on le voit très bien dans votre livre parce que vous décrivez tous les couacs, bien sûr, de l'administration à cette époque. On va peut-être pas refaire tout le film, mais on se dit que maintenant, avec le temps et le recul, on a eu le temps de se préparer pour la suite, quand même, non ? En fait, aujourd'hui, pour dire les choses très clairement, on ne sait pas à quel niveau de proportion de malades on est par rapport à la première vague. Oui. Donc personne ne peut comparer puisqu'on n'a pas les chiffres du début. Mais par contre, ce qu'on ressent bien, c'est que cette politique de faire des tests au 7e jour nous empêche d'imiter la propagation sur la 3e génération. Puisque je vous rappelle qu'on teste pas pour vous, on teste pas pour vos proches, on teste pour les contacts de vos proches qu'on pourrait isoler et qui du coup ne transmettraient pas le virus. Tous les autres sont déjà isolés. Donc si on teste à 7 jours, on prend 7 jours dans la vue et pendant ces 7 jours, on perd la main sur la 3e génération. Donc cette politique-là, elle n'est pas claire et il faut vraiment lutter contre la propagation. Et après, on a un deuxième écueil, c'est un déni assez important dans la population où beaucoup de gens vont quand même au travail alors même qu'ils ont des symptômes. C'est ma vie de tous les jours, c'est 10 fois, 15 fois par jour, on rattrape des gens qui vont faire disjockey dans un mariage ou qui vont travailler dans un EHPAD avec des symptômes et qui finissent par être positifs 7 jours après. Moi, c'est déplorable. Surtout qu'on a un problème de fiabilité sur ces tests, pardon. Oui, alors en fait, c'est très compliqué à expliquer à des auditeurs, mais le test a pour but de limiter la propagation. Donc la manière dont on l'utilise est essentielle et ça n'est pas un test diagnostique, c'est même pas un test de dépistage, c'est un test, on pourrait dire, de chalutage pour éliminer un maximum de personnes qui seraient ou asymptomatiques ou non connues. Donc on recherche vraiment à isoler un maximum de personnes et sûrement pas 100% des personnes. Donc on fait pas un test pour avoir un diagnostic et encore moins un test pour rassurer son patron parce qu'il veut un négatif qui arrive dans un studio de radio ou je ne sais autre chose. C'est problématique. Docteur Legrand, mais alors qu'est-ce que les malades qui viennent, les patients qui viennent vous voir en fait aujourd'hui, ils viennent vous voir avec des symptômes ou pas ? Globalement. Oui, on est dans la phase où on voit énormément d'angines où la gorge n'est pas gonflée, donc ça n'est probablement pas une angine. On a des gastros qui n'ont pas de vomissement, donc c'est quand même un peu douteux. En tout cas, l'ensemble des diagnostics que l'on a habituellement sont en proportion beaucoup plus important et on ne peut pas avoir à la fois une épidémie de gastro, de rhinopharyngite au mois de septembre. C'est complètement incohérent. Le mois de septembre, je vous rappelle, c'est le mois où on fait des certificats, où on fait de
d'administration et on fait très peu de maladies en général. Mais alors ça vient de quoi ces gastro? C'est une transformation du Covid, du virus? C'est quoi alors précisément? On avait vu quand on a retravaillé les bases de données des médecins généralistes que les formes post-symptomatiques se chargent, et donc en fait on est vraiment dans la phase où la fréquence de la maladie n'étant pas très importante, on a une charge qui est faible, un inoculum de départ qui est faible, et donc les gens sont post-symptomatiques, c'est-à-dire ils ont peu de symptômes, et du coup les tests d'ailleurs reviennent parfois négatifs alors même qu'ils sont symptomatiques, et c'est un problème pour nous parce qu'on sait très bien que au fur et à mesure on aura de plus en plus de gens qui seront positifs, et c'est à ce moment-là qu'on aura une charge importante et que ça déclenchera les formes graves. Mais le problème c'est que personne ne peut savoir quand. Mais on a l'impression ça intrigue tout le monde. On a l'impression qu'on n'a pas appris grand-chose sur ce virus finalement. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de monde qui veut absolument ne pas entendre le fait qu'il faut lutter contre la propagation. C'est pour ça que je vous disais, c'est l'esprit de capitulation qui règne. La seule bataille à mener, c'est la propagation. Certains veulent se réfugier dans une immunité collective dont on sait aujourd'hui qu'elle ne marche pas. Donc, se laisser envahir n'est pas une solution. Oui, mais regardez, en Suède, il n'y a pas eu... on n'a pas beaucoup porté les masques, on n'a pas confiné, et finalement, on a eu à peu près le même... Si on fait le ratio, à peu près le même nombre de victimes qu'en France, quoi. Oui, alors vous oubliez juste une petite chose qui est importante, c'est que la Suède est un pays nordique. Les gens appliquent directement les consignes sans qu'on ait besoin de règles, et ce sont des gens qui vivent essentiellement dehors en cette période. Donc du coup, ils sont extrêmement ventilés, ils ne vivent pas à l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas de la France, où on a beaucoup plus de rapports et de contacts humains, et où on a tendance à attendre que la règle soit clairement édictée par l'État avant de la suivre. Donc c'est très difficile, c'est pas comparable. Oui, et accessoirement, la Suède fait moins bien que ces autres pays nordiques qui ont la même culture. Oui. Avant de voir encore ce qui se passe aussi sur le terrain avec d'ailleurs Daphna Mouchnik qui est avec nous et qui travaille les services d'aide à domicile, parce que ça c'est particulièrement important d'aller voir comment ça se passe aussi sur le terrain. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudrait des directives beaucoup plus claires venant aujourd'hui des autorités? On sait que vous avez de multiples interlocuteurs, quoi. Oui, il faut clarifier la ligne, et cette division qu'il y a entre le ministre de la Santé et le président pose un vrai problème. Il faut qu'on nous clarifie les choses. Soit on a des gens qui ont capitulé, soit on a des gens qui veulent continuer à se battre, et si on a des gens qui veulent continuer à se battre, je pense qu'on est suffisamment nombreux pour continuer le combat. Maintenant, clairement, il va falloir qu'on ait un petit coup de main de la population, parce que ça viendra pas de l'État. Oui, mais c'est-à-dire, redites-nous quelle est votre vision des deux lignes justement du président et puis du ministre de la Santé. Pour moi, le président Macron aujourd'hui a choisi de compter le nombre de malades, de faire des tests bien trop tardivement, de ne pas prendre les mesures qui permettent d'avoir une distanciation sociale. On sait très bien que c'est maintenant que la bataille est réversible. Donc attendre qu'on ait réussi les tests sans prendre cette décision qui est difficile politiquement, de dire on va jeter les tests qui ne serviront pas à lutter contre la propagation pour revenir et faire un remote et ne pas perdre cette semaine. Ça fait une semaine que cette décision doit être prise. C'est une décision extrêmement difficile, impossible même pour un politique. Seul celui qui aura du courage de la prendre et à la place on fait quoi là? Et à la place on fait quoi là? Eh bien, en fait, il faut rester logique. Quelqu'un qui a un résultat de test à 15 jours a déjà contaminé tout le monde. Ce résultat ne sert à rien. Par contre, pendant ce temps-là, tous les gens qui sont en train de se faire tester n'ont pas la réponse et ne s'isolent pas correctement ou n'isolent pas leurs contacts correctement, et donc nous perdons du temps. L'ennemi est en train d'avancer. Donc, à un moment donné, il vaut mieux faire une retraite bien ordonnée que de perdre. Mais une retraite, c'est quoi une retraite alors? La retraite bien ordonnée, c'est jeter ces tests qui aujourd'hui ne permettent pas de lutter contre la contagion, et repasser à des PCR dont le résultat doit être donné en 2 jours. Oui, voilà, c'est ça, les fameux PCR. On va continuer dans un instant, juste après une pause. Vous restez avec nous, docteur Legrand, parce qu'on va revenir sur votre travail du terrain. Et on a la chance aussi d'avoir avec nous quelqu'un, j'imagine que vous êtes assez nombreux, parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants qui nous écoutent, etc. Il va y avoir le témoignage aussi avec nous de Daphna Mouchnik, donc qui vient d'écrire Première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement, et beaucoup d'appels également. Ce matin, le journal d'un médecin en temps de coronavirus
coronavirus aux éditions de l'Archipel avec le docteur Bertrand Legrand, et puis avec Daphna Mouchnik qui est avec nous, Première Ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement, et on parle des auxiliaires de vie ce matin. J'ai évoqué tout à l'heure les aides-soignants, enfin tous ces gens qui, comme le docteur Bertrand, c'est-à-dire étaient en première ligne. Il n'y a pas que l'hôpital, bien sûr. Et vous, d'ailleurs, Daphna Mouchnik, avec les auxiliaires de vie, vous étiez aussi cette première ligne, hein, et vous êtes encore d'ailleurs aujourd'hui. Toujours, oui. Ouais. Oui, il fallait qu'on tienne le cap dans des conditions extrêmement compliquées pour permettre encore à des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes en situation de handicap de pouvoir rester chez elles dans les meilleures conditions possibles. Il faut savoir que notre travail toute l'année, c'est d'aider des gens à se lever, à se laver, à prendre un petit déjeuner, un repas. Oui. Et sans aller des personnes qui n'avaient pas envie d'aller dans les EHPAD, quoi, qui n'ont pas qui peuvent rester chez elles, quoi. Oui, en tout cas, elles n'y étaient pas avant. Et il fallait pas que ce soit la raison du confinement qui les y pousse, surtout avec les difficultés que nos collègues des EHPAD ont rencontrées lors du confinement. Il fallait que le domicile joue pleinement son rôle, et ça a été extrêmement compliqué parce que pas de masque, pas de connaissance vraiment de la population, de nos métiers. Donc ça a été compliqué d'avoir des places à l'école, ça a été compliqué de circuler, ça a été compliqué. Voilà, tout a été compliqué. C'est vrai, comme le disait le docteur Bertrand tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement vous étiez un peu des fantassins, vous étiez en première ligne, mais il n'y avait pas beaucoup de monde en fait derrière vous, quoi. Aujourd'hui, est-ce que ça a changé ou pas dans votre façon? J'aimerais vous dire oui. Et en fait, j'ai le sentiment que là, effectivement, il y a cette deuxième vague qui arrive. Alors, on est un peu mieux équipé, on est un peu mieux préparé, mais finalement tout ce qui est un peu de l'ordre du pratico-pratique n'est pas encore arrivé jusqu'à nous. Par exemple, ce qui nous manque, c'est les protections plus costauds pour intervenir auprès de gens malades, fragiles en tout cas. Non, malades infectés du coronavirus, parce que on n'est pas obligé. Enfin, toutes les personnes infectées ne vont pas forcément à l'hôpital. Et d'ailleurs, le but, c'est qu'elles puissent être soignées à la maison quand c'est possible. Mais pour qu'elles puissent être soignées à la maison quand c'est possible, il nous faut un équipement bien précis dont les services d'aide à domicile dont on ne dispose pas encore de cet équipement. Et malgré la crise, malgré tout ce qui s'est passé, vous n'en avez pas. Non, et puis là, il y a même quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que l'approvisionnement des masques chirurgicaux qui a mis un peu de temps à se mettre en place et qui a fini par arriver jusqu'à nous, a priori, va s'interrompre au mois de septembre. Et donc, ça va être à la charge des services d'aide à domicile de s'approvisionner et de financer eux-mêmes leurs propres masques, alors même qu'on sait bien qu'on est dans un schéma économique qui est compliqué et qu'on peut pas supporter de telles dépenses. Et que vous allez intégrer dans la tarification, j'imagine, pour les personnes que vous aidez. Alors on devrait, mais c'est un secteur qui est très réglementé, donc on attend aussi qu'il y ait des choses qui soient prévues pour. Docteur Legrand, ça rejoint totalement ce que dit Daphna Mouchnik, donc qui n'a pas tout à fait la même fonction que vous, mais ça rejoint quand même votre discours, hein, ce que vous dites tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement on n'est pas encore prêt, quoi. Tout à fait. Je confirme, effectivement, on va nous retirer nos dotations de masques au moment où il va falloir aller directement au contact des patients de plus en plus nombreux, de plus en plus infectés. C'est une évidence. On gère ça de manière absolument déplorable. Et effectivement, comme votre invité le dit, il n'y a pas de tarifs prévus. Nos tarifs sont réglementés. On ne peut pas les augmenter, donc on n'a aucune possibilité de répercuter sur le prix. Donc c'est bien les professionnels de santé libéraux qui vont devoir payer la totalité de l'équipement. Bon, ça laisse rêveur, quoi. Et docteur Bertrand Legrand, vous êtes en tant que médecin la vigie de ce qui se passe sur le terrain, hein, comme vous, Daphna, et pourtant on ne vous écoute pas. Alors oui, on a une difficulté majeure en tant que libéraux, c'est que quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire qui tombe, donc de manière très prosaïque. Nous ne participons très peu aux réunions avec les politiques et forcément, comme on y participe très peu, on n'est pas non plus entendu. En même temps, il y a les représentations syndicales éventuellement quand même qui sont là pour faire entendre votre voix, non ? Je pense qu'on a un problème dans la représentation syndicale. On a des représentants qui ne travaillent pas dans le monde libéral et qui sont donc de plus en plus coupés du monde libéral ou qui vivent dans des superstructures qui leur permettent de libérer du temps. Mais on n'a pas de représentants d'un cabinet, je dirais, avec un seul médecin ou deux médecins. On a des représentants qui font partie d'énormes maisons de santé qui en réalité ne représentent pas vraiment...
Oui, absolument, l'ensemble du personnel. C'est la même chose pour vous, Daphna? Alors moi je suis présidente de la fédération du CINARP à domicile qui représente les services d'aide à domicile, donc j'ai cette chance quand même de pouvoir intervenir faire passer la réalité des professionnels. Ouais. Mais ça passe? Bah non. Vous voudriez nous dire oui, mais non. Ouais. Alors, il y a eu des choses qui ont été modifiées. Par exemple, au départ, ils ont demandé aux pharmaciens de nous donner les masques chirurgicaux. Les pharmaciens qui étaient déjà dans des difficultés terribles à gérer l'angoisse et le stress de la population et des gens qui habitaient leur quartier, c'était pas une bonne idée. Donc, ils ont parfois tenu compte de nos propositions et rectifié le tir. Mais il y a eu beaucoup d'injonctions contradictoires, par exemple, de la part du ministère du Travail qui avait, et on comprend bien, la préoccupation de la santé des salariés, qui était la préoccupation d'ailleurs des employeurs. On était mort de peur à l'idée que notre équipe puisse tomber malade et gravement. Et à côté, le ministère de la Santé qui avait bien en tête qu'il fallait qu'on tienne et qu'on se rende chez les gens et qui nous disait non mais c'est pas grave, si vous n'avez pas le matériel, respectez les gestes barrières et ne vous approchez pas des gens. Or, quand on aide une personne à faire sa toilette, vous êtes en contact, on est forcément tout près des gens. Et donc là, vous n'avez pas suffisamment, c'est ce que vous dites encore aujourd'hui, de protection, quoi. Pas assez de protection. Pas assez de protection. Allez, on part au standard, au 0826 300 300 avec Yves qui nous appelle de Paris. Bonjour Yves. Yves, vous êtes avec nous. Yves, une fois. On a d'autres. Yves, oui, ou alors bonjour. Bonjour. Yves. Excusez-moi. Non, mais vous en prie. Oui, alors, moi j'ai une question pour les spécialistes de la santé parce que de mon point de vue à moi, le corona il est installé là et puis il va pas partir comme ça. Oui. Mais du moins, enfin peut-être pas le corona, on va dire la viralité du corona. Et personnellement, nous on est confinés jusqu'au mois de janvier déjà. C'est-à-dire vous faites quoi? Vous êtes confiné? Je travaille dans l'informatique. D'informatique. Et on vous a dit de rester chez vous jusqu'en janvier? Ouais, parce que nous, on a la possibilité de le faire, on est organisé pour ça. Donc, à la base, mon travail, c'était plutôt de voyager, mais je voyage plus là. Ça me paraît clair. Mais mes collègues un peu partout sur le globe m'annoncent, mes collègues ou mes confrères, peu importe, m'annoncent aussi des dates qui sont plutôt à l'horizon de mars, quelque chose comme ça. Donc le sentiment qu'on a, que j'ai moi, c'est de dire, le corona, tout le monde attend une espèce de sortie de crise qui serait du jour au lendemain, comme ça. Alors une date, mais en fait il y aura pas de date. Faut se mettre à l'évidence. Les chercheurs, les médecins font ce qu'ils peuvent, mais je pense qu'ils découvrent au fur et à mesure les choses sans avoir une réelle idée de comment traiter le sujet. Donc on est dans l'urgence et on est dans l'urgence au quotidien, c'est-à-dire tous les jours. C'est son lot d'urgence. Alors, vous voyez les statistiques qui sortent. Vous avez les outils de prévention, parce qu'il y a un business aussi autour du corona. Bien sûr. Alors, les masques, les trucs. Donc, les rapports sociaux, tout le monde est maintenant... on reconnaît plus les gens, ils ont tous un masque, ils peuvent plus parler. Enfin, il y a toute une sociologie derrière aussi qui est assez importante. Donc, pour moi, c'est une crise majeure. Et je suis pas certain que ce soit une crise que médicale. Je pense que je sais pas sur quoi ça va déboucher, mais du coup, s'il y avait, parce qu'on est toujours dans ce mythe d'attendre un sauveur, s'il y avait quand même une bonne nouvelle qui pouvait sortir du corps médical, parce que j'ai l'impression que tout ça participe à une espèce de boule anxiogène globale, et on n'en sort pas, quoi. Et c'est ce que disait d'ailleurs aussi un auditeur ce matin. Il disait que les messages parfois venant des autorités étaient anxiogènes, et pour lui, pour son activité économique, c'était... Mais alors c'est difficile, quoi, de savoir sur quel pied un peu danser. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, docteur Bertrand Legrand, à Yves, là, à son interrogation? Eh bien, Yves, malgré les 3 mois qui ont passé le Covid, malgré que j'ai testé les gens, malgré que j'ai reçu dans mon cabinet, examiné mes patients, je n'ai pas attrapé le coronavirus. Donc, le message d'espoir que j'ai à vous dire, c'est tout simplement, effectivement, si on prend les bonnes méthodes, c'est-à-dire si on aère, si on prend la distanciation sociale, si effectivement on va pas faire des grandes fêtes de mariage où tout le monde va s'embrasser, etc., si on respecte ça, il n'y a pas besoin d'un traitement miracle, il suffit d'éviter de le propager. Éviter de propager, c'est vrai qu'on va prendre peut-être 5-10% d'absentéisme en plus.
Mais moi, je préfère perdre 5-10% d'absentéisme en plus que de me reprendre 700 milliards de confinement. C'est pas possible. On va pas recommencer ça. Non. Donc, c'est maintenant qu'il faut on n'ira pas vers un reconfinement total, hein, docteur Legrand. Ça, à un moment donné, personne n'est capable de le payer. Hein. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Non, mais complètement. Daphna Mouchnik, parce que vous, comme vous êtes en première ligne avec, d'un côté, il y a les aides-soignants, vous aussi les auxiliaires de vie. Beaucoup ont attrapé justement le coronavirus ou ils réussissent à très peu finalement. On a finalement très peu. Il y a eu effectivement des personnes qui sont tombées. Alors le risque, ça aurait été terrible quand on tombe malade, parce que du coup, on se rendait au domicile de gens particulièrement vulnérables qui elles étaient confinées. Donc elles, si elles étaient tombées malades, ça aurait été directement lié à la présence de l'auxiliaire. Donc elles ont redoublé de prudence, elles ont respecté tous les gestes qu'elles pouvaient respecter. Et il y a beaucoup de solidarité, parce que vous parlez d'un compte WhatsApp où vous achetez du gel hydroalcoolique pour les unes, les autres. Et toute cette période a été une période de débrouille incroyable et de solidarité, où effectivement, entre services, mais tous les professionnels du grand âge, les EHPAD, les résidences seniors, on s'est passé les bons tuyaux, on a dit, là, je sais qu'il y a du gel, moi, j'ai un stock, je peux te dépanner, moi, je vais acheter des masques en tissu. Donc, on a tenu grâce à ça. Et puis, on a beaucoup bricolé. Moi, j'avais pas de blouse, donc du coup, j'ai acheté des ponchos en plastique. Comme on n'avait pas de visière, j'ai acheté des masques intégrales de plongée. C'était carnaval, hein. En plus, on intervenait auprès de gens quand même qui sont désorientés souvent, donc ils se demandaient qui arrivait et aujourd'hui, ces personnes, est-ce qu'elles ont peur, toutes ces personnes que vous visitez? Elles sont dans quel sentiment? Ça va mieux. Elles ont eu très très peur. Elles nous ont beaucoup appelés. Il y a eu des gens dans un premier temps qui ne voulaient plus qu'on vienne, et on s'est beaucoup inquiété pour ces personnes-là, parce que on n'était pas certain que la famille prenne le relais. Et voilà, il y a des familles qui sont éclatées, qui sont pas sur place, ou des gens qui n'ont pas d'enfants. Donc on a été très inquiets. On a monté dans l'urgence une équipe de bénévoles. Donc la population civile, depuis leur appartement, nous ont donné un coup de main, ont appelé les gens pour s'assurer que tout allait bien. Enfin, il y a eu un élan de solidarité incroyable qui a permis de tenir dans un moment qui n'était pas organisé. Docteur, vous parliez des tests. C'est un vrai sujet pour les professionnels qui se rendent au contact des plus fragiles. Aujourd'hui, les tests, on a appris qu'on était prioritaire, mais clairement, à part l'initiative de quelques départements, on peut pas dire que ce soit réellement bien organisé pour les professionnels que nous sommes. Oui, c'est vrai. D'autres appels d'auditeurs au 0826 300 300. Jean qui est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour Jean. Quelle est votre question ou votre commentaire peut-être aussi, quoi? Alors d'abord, la première fois que je parle sur ce radio, donc je voulais vous dire merci à toutes vos équipes pour la qualité des émissions, la pluralité des points de vue et la diversité des invités. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ça nous fait chaud au cœur aussi, parce que on s'emploie à ça en permanence. C'est bon, vous pouvez raccrocher maintenant. Je serai payé. On vous écoute. Donc, ce qui ressort de tout ça, c'est incohérence et contradiction. Je rebondis sur ce que Madame Mouchnik venait juste de dire, en disant que, en fait, il s'était démerdé. Voilà. Ça a été sur le terrain que les décisions ont été prises. Et nos grands mamamouchis, dans leur grande sagesse, nous ont pondu un plan Castex le 11 septembre où ils créent 2000 emplois dans les ARS et l'assurance maladie. Incohérent. Il fallait créer 2000 emplois d'infirmières, de médecins, d'aide à domicile, d'aide-soignantes, mais pas rajouter 2000 fonctionnaires dans des bureaux. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Notre grand mamamouchi premier nous avait annoncé on va relocaliser. Je reçois du ministère de la Santé cet été un joli petit paquet avec 6 masques lavables. Donc en prenant les références, en cherchant sur Internet, je me rends compte que ces masques viennent du Vietnam. Au même moment, les fabricants de masques français se plaignaient d'avoir des stocks sur les bras et de ne pas pouvoir les écouler. Ça coûtait quoi à la collectivité d'acheter des masques en France? C'était un jeu à somme nulle. On les payait avec nos impôts, on les recevait. C'était un jeu à somme nulle. Notre grand mamamouchi premier, toujours, nous a dévoté un prêt de 40 milliards d'euros de l'Union européenne, l'a bien nommé, qui va nous coûter combien? 100 milliards. Oui, donc, si vous rentrez chez vous et que vous annoncez à votre moitié que vous avez emprunté 4 000 euros
et que vous allez devoir en rembourser 10 000, vous allez vous faire engueuler. Oui. Non, mais les incohérences. Juste peut-être, docteur Bertrand, vous êtes d'accord notamment sur cette première question qui concerne directement le médical et le déploiement sur le terrain avec le recrutement pour les ARS. Alors, j'avais pas vu ce chiffre précis de 2000 personnes. Ils sont utiles ou pas ? Ils ont été employés pour faire ce qu'on appelle le contact tracing. Aujourd'hui, il y a à peu près 40 000 appels qui sont passés pour essayer de faire ça. Et le socle de ce contact tracing, c'est de se tester au 7e jour quand on est cas contact. Ce qui veut dire que vous allez avoir un maximum de gens positifs pour les chiffres, mais que vous aurez un impact en termes de propagation qui sera absolument nul. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est que en France, on veut avoir un maximum de résultats positifs pour pouvoir afficher des résultats positifs sans même se poser la question de savoir combien de personnes, combien de contaminations on a évité. Si on s'était posé cette question, on aurait accepté de rater 2-3 positifs au prix d'en trouver 2-3 qui permettront de ne pas transférer le virus. Donc il y a un problème de stratégie, il y a un problème de tactique, il y a un ce que vous disiez tout à l'heure. Non mais c'est vrai. Allez, on va continuer jusqu'à 10h avec vous, docteur Legrand, journal d'un médecin au temps du coronavirus. Vous racontez tout ce que vous avez vécu. Et puis première ligne, ainsi, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement de Daphna Mouchnik. Nous continuons jusqu'à 10h. Vous continuez de nous appeler. De nous appeler au 0826 300 300. Vous attendez au standard. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Avec nos invités ce matin, Daphna Mouchnik, et première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement, à lire absolument. Et le docteur Bertrand Legrand pour le journal du médecin du temps du coronavirus. Et vos appels 0826 300 300. Oui, et avant de prendre peut-être Gérald, un mot quand même sur ce qu'on disait sur le déploiement Daphna Mouchnik. On sait que les auxiliaires de vie, d'une façon générale, c'est toujours assez tendu au niveau des effectifs. Est-ce que ça l'est encore davantage aujourd'hui ? C'est terrible, parce que c'est des métiers on attend désespérément en fait nous la loi grand âge et autonomie qui permettrait enfin de repenser le système de facturation et donc de mieux rémunérer les gens et de leur assurer des conditions de travail plus acceptables. Ça n'arrive pas et donc les professionnels sont en proie au découragement. Pourquoi aller choisir un métier qui malmène autant ces professionnels alors qu'il y a, je pense qu'il n'y a aucun métier confortable dans le médico-social, mais je rappelle que vous aviez été oublié au passage aussi par la prime parce que les ARS vous avez découvert en quelque sorte. C'est vrai que les auxiliaires de vie dépendent beaucoup des départements, ce sont des associations, des structures et que les ARS, comme le disait le docteur Bertrand Legrand tout à l'heure, parfois elles sont un peu déconnectées. Ça n'a pas été un bon message, effectivement. Ça c'est vrai. Beaucoup d'appels, donc on va essayer de les prendre parce qu'il nous reste quelques minutes jusqu'à 10h. Gérald est avec nous. Bonjour Gérald, bienvenue. Bonjour Sud Radio, bonjour à toute l'équipe. Oui. Écoutez, moi j'ai entendu plein de bonnes choses, ce qui est intéressant. Vous travaillez dans le milieu hospitalier, Absolument. Moi, je suis dans Lyon. Donc, pour l'instant, dans Lyon, on n'a pas vraiment ce qu'on appelle la deuxième vague, qui n'est pas une deuxième vague, et simplement une continuité de la première. Soyons très clairs, puisque les tests maintenant sont surmultipliés. Donc, effectivement, on trouve des personnes qui sont positives ou faux positifs, mais on en trouve, c'est vrai. Mais il n'y a pas plus de morts que ça. Par contre, moi, je pense que notre grand et beau pays n'était absolument pas préparé justement par rapport aux moyens que l'on devait déployer pour justement éviter cette pandémie. Pour plein de raisons. Les masques. Et j'ai retenu tout à l'heure ce que disait un auditeur. On n'est pas foutu de faire des masques en France. Si, on les fait, mais on les donne pas. Par exemple, les gants, nous, on va tomber en panne de gants, là. Et comment on peut considérer ce pays qui, soi-disant, est considéré comme la meilleure médecine du monde et qui n'est pas capable, je dirais, alors je vais être très méchant, on est capable de mettre du Rivotril à des pauvres personnes âgées qui apparemment ne sont plus susceptibles d'être soignées parce qu'elles sont trop âgées. C'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi. Pas de gants. Bon, merci Gérald de votre témoignage, ça c'est intéressant. Bérangère est avec nous aussi, qui est infirmière à Montpellier. On va assez vite parce qu'il nous reste peu de temps. Bonjour Bérangère. Bonjour. On vous avait eu aussi pendant cette période sur le terrain. Et vous, sur le terrain, en fait, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'équipement nécessaire ? Je me souviens de votre cri de détresse, en fait, à l'époque.
On est réglementé, c'est-à-dire que là, jusqu'au 4 octobre, on peut avoir des masques, des dotations de masques au niveau des pharmacies qui va s'arrêter au 4 octobre. Je trouve ça lamentable. On est sur le terrain, on doit payer nos masques, alors on le fera. Hein. C'est pas du tout ce que ça coûte. C'est juste que on aurait aimé que ça soit un petit coup de pouce pour nous. Maintenant, les gens, moi que je soigne, il y a 2 écoles en fait. Il y a ceux qui prennent ça un peu par-dessus la jambe et qui se demandent si la gravité annoncée est réelle, et ceux qui sont flippés et qui mettent presque 2 masques à chaque fois qu'ils sortent, quoi. Donc même nous, en tant que soignants, on est un peu perdus face à tout ça. Les masques, on n'en avait pas, ça servait à rien. Maintenant qu'on en a, faut les mettre de partout. Non, mais ça c'est vrai. Docteur Legrand, c'est pas facile de s'y retrouver justement entre le matériel qui risque de manquer de nouveau dans certains secteurs et puis la stratégie, quoi. Oui, c'est pas facile, c'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas été confronté à des épidémies avec une sorte de charge cumulative. Donc on n'est pas habitué à traiter. D'habitude c'est on-off, on est malade, on n'est pas malade. Là on peut être un peu malade et on peut l'être beaucoup plus. Et donc du coup c'est pas du tout intuitif ni pour le patient, ni pour les médecins, et encore moins pour les politiques qui ont absolument rien compris. Qu'est-ce que vous conseillez aux patients, aux auditeurs qui nous écoutent, quoi, de faire les gestes barrières, voilà, et puis de continuer à vivre? Bien évidemment, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est il faut éviter d'attraper une grosse charge. C'est comme toujours, on peut faire une petite erreur, mais faire plein de petites erreurs, ça commence à poser problème. Donc oui, mais une grosse charge, on peut pas savoir si on va attraper une grosse charge entre guillemets. Eh bien, si jamais vous allez dans un ascenseur à 8 sans masque, vous allez prendre une grosse charge si jamais les 8 sont pas. Voilà. Il y a un moment où on prend des risques. Ça, c'est sûr. Non, mais ça c'est vrai, quoi. Et puis vous soignez comment? Qu'est-ce que vous donnez, docteur Legrand? On soigne les symptômes. Donc, quand le malade arrive, s'il tousse, s'il crache, on va lui mettre un antibiotique parce qu'on va chercher à éviter d'avoir une pneumopathie atypique. S'il a des difficultés respiratoires, on va mettre des médicaments pour améliorer la respiration. Et s'il a rien, on va juste le surveiller. On le reverra au bout de 7 jours. Voilà. Est-ce qu'il faut se vacciner contre la grippe selon vous? Il faut toujours se vacciner contre la grippe. Aujourd'hui, comme hier, je vois vraiment pas où est la polémique sur la question, comme dirait l'autre, mais je sais que c'est une polémique agréable. Qui existe. Merci, docteur Legrand, journal d'un médecin au temps du coronavirus aux éditions de l'Archipel. Merci à vous, Daphna Mouchnik, première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement aux éditions Fauve. Et on pense effectivement bien à vous, toutes les personnes. Non, mais c'est vrai, auxiliaires de vie, mais je pense aussi aux aides-soignants, etc. On les a un peu oubliés, tous les soignants globalement, et qu'on applaudissait en fait le soir pendant le confinement. Et là, il est important encore d'y penser.